De 1954 à 1971, pendant 17 années de grande prospérité pour l'économie française, 250 à 300 familles ont vécu sur ce terrain, aux confins de la commune de Noisy-le-Grand, à une quinzaine de kilomètres à l'est de Paris, dans un camp de sans-logis, un camp de misère. Rassemblées ici, puis rejetées par tous et bientôt promises à l'errance, ces familles auraient dû sombrer dans l'oubli et la honte. Or, elles vont se battre pour être reconnues, et de leur lutte quotidienne naîtra un combat plus universel, un combat pour les droits de l'homme. Au début des années 1950, l'économie française remise de la guerre connaît une croissance sans précédent. La société de consommation bat son plein et le temps des restrictions semble déjà loin. Or, près d'1 million de personnes s'entassent dans des meublés, des garnis, des taudis insalubres ou survivent dans des bidonvilles. Et si une politique de logement bon marché est enfin décidée en 1953, rien n'est envisagé pour construire des habitations de première nécessité. L'hiver 1954 est d'une grande rigueur, et dehors les sans-logis meurent de froid. C'est dans ces circonstances dramatiques que l'abbé Pierre intervient en février à la radio. Son appel déclenche une vague de générosité sans précédent. Il suscite également un immense espoir chez les plus pauvres. Même les plus pauvres écoutent la radio. Il y en a un toujours qui a ramassé un vieux poste et qui le fait entendre à tous. Mais ça se dit comme une traînée de poudre. Ils se sont dit les uns aux autres. L'abbé Pierre était devenu le bon Dieu et il allait faire des miracles. Il allait loger tout le monde. Devant l'affluence de plus en plus grande de familles ou d'isolés, nous avons, la préfecture de police nous a suggéré des terrains qui étaient libres à la porte d'Orléans et puis à la porte de Vanves. Et on a planté des tentes qui ont abouti à loger, je ne peux pas donner de chiffres, mais ce sont plusieurs centaines de familles que l'on a pu loger, chaque famille, sous une tente à la porte d'Orléans. Ça a pu durer comme ça 2 mois à peu près. Mais est arrivé le printemps, et avec le printemps, il fallait rendre les terrains. Alors les familles étaient là. Mon père avait entendu l'appel de l'abbé Pierre. C'était à une période qui était assez difficile pour notre famille. À ce moment-là, on habitait un centre d'hébergement en région parisienne et il n'avait pas du tout envie qu'on soit travaillé dans le même sorte de lieu. On était quand même 7 enfants et nos 2 parents 9 et nous vivions dans 2 pièces. On s'est retrouvés porte d'Orléans, sous la tente. Je n'ai aucun souvenir comment m'a été indiqué le terrain qu'on appelait ironiquement le Château de France, à Noisy-le-Grand. Ce terrain vague, dans une zone constructible. J'ai acheté ces terrains avec l'argent que nous avions reçu et j'ai commencé à transférer les familles et les tentes des 2 portes de Vanves et d'Orléans sur le terrain du Château de France. C'était une ancienne carrière, donc il y avait beaucoup de trous, de bosses. C'était une carrière où il retirait de la pierre pour la Société de la Route. C'est M. Cornillard qui a racheté le terrain à la Société de la Route. Il a eu l'occasion de le revendre à l'abbé Pierre, quand l'abbé Pierre a cherché un terrain pour installer toutes les familles qui venaient à lui. Et plus ça allait, plus il y en avait qui venaient. Ça avait débuté par une vingtaine de familles, mais tous les jours, il y en arrivait.
On avait eu la chance de faire partie des 3 premières familles et donc qui sont arrivées sur ce camp où il y avait déjà quand même une communauté d'ouvriers Emmaüs. Et on a eu la chance d'avoir 3 tentes pour nous. On a eu cette chance parce que peu de temps après, je crois que c'est la semaine qui a suivi ou 2 semaines après, il y a eu des camions entiers qui venaient avec des familles entières qui, eux, habitaient sous une grande tente qu'on appelait une canadienne et à plusieurs familles. C'est à ce moment-là que j'ai fait un panneau placé à l'entrée du camp. C'est un grand panneau de bois sur lequel il y avait écrit « Ce hameau de détresse est à l'honneur de ceux qui, par leur travail et leurs dons, ont permis de l'établir et est à la honte d'une société qui n'est pas capable de loger dignement ses travailleurs. » Au milieu des années 1950, Noisy-le-Grand n'est encore qu'une petite commune pavillonnaire de 10 000 habitants. Aussi, l'arrivée soudaine de ces 250 à 300 familles, soit environ 2000 personnes, et leur situation misérable sous les tentes, est-elle ressentie comme un choc. C'est cette misère que André Horry, adjoint au maire pour les questions sociales et futur maire de Noisy, a voulu décrire sur la pellicule. Mon père il aimait beaucoup faire des films. Il était chez Pathé, donc il avait forcément tout le matériel, et puis il aimait bien. Et puis en plus, bon, c'était, si vous voulez, documentaire. Hein. Et puis c'est vrai que ce camp, à l'époque, c'était quand même une curiosité. Hein. Quand le camp a commencé, où il y avait les tentes et tout, il faut savoir qu'on venait nous visiter en autocar. Les touristes, c'était un circuit touristique. Et donc, on disait qu'on était comme des bêtes curieuses, quoi. On disait, on a dit le zoo, et après on a dit le ranch, on était les rancheros. C'était bon parce qu'il y avait aussi le cinéma américain avec les films de cow-boys et tout ça, quoi. Et parce qu'on était bien enclavés, là, bien à l'extérieur de la commune. Enfin, oui, on était entouré de champs. Sur l'initiative d'ouvriers venus apporter leur aide, des abris en dur formés de 3 plaques de fibrociment remplacent peu à peu les tentes. Grâce à l'apport de donateurs comme Charlie Chaplin ou les chocolatiers de France et à l'argent récolté lors d'expositions itinérantes, le chantier avance rapidement. En novembre 1954, les premiers igloos sont achevés. C'était vraiment très temporaire. Hein. On pensait qu'on allait rester là et que le fait de l'appel de l'abbé Pierre, on pensait que le gouvernement aurait pris des solutions pour reloger les gens, parce que les gens arrivaient de toute la France. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup qui aient cette photo. J'y tiens énormément. Hein. D'ailleurs, elle est un peu biscornue, elle est toute pliée, elle est toute malheureuse. C'est quelqu'un qui a dû photographier, c'était quand même assez typique. Hein. Et la carte postale était en vente en librairie. Donc elle a été achetée dans une librairie. Elle représente le camp, mais tout de suite à l'installation des igloos. Tout de suite, c'était en 55, ça. Hein. On voit d'ailleurs les igloos bien alignés, bien propres, sans tous les cabanons qui se sont installés autour après. Je suis arrivé par cette rue Jules Ferry, que je ne savais pas au départ, mais ça s'appelait rue Jules Ferry. Voilà, en 1954, cette fameuse rue. Voilà, là on est arrivé en camion d'Emmaüs, et on a demandé un bureau d'admission, enfin, pour savoir où qu'on allait habiter ici. Alors, mais ce qui m'a frappé,
C'est quand on est arrivé là, on était au-dessus du camion parce qu'il n'y avait pas de place dans les cabines. Je pensais que c'était un camp de prisonniers, qu'on allait nous mettre... voilà, un camp de prisonniers, ni plus ni moins. Et ça m'a frappé. En étant enfant, ça m'a très choqué. Ça m'a frappé encore plus parce que j'étais dans un autre bidonville avant. C'était plus réduit, mais là, c'était vraiment immense. C'était... Mais ça m'a fait peur. J'avais 13 ans et demi. J'avais 13 ans et demi. Et vous savez, à 13 ans et demi, quand on voit ça, on pense, mais alors on pense. Dans quelle galère. Enfin, on est arrivé ici avec le camion. Et puis on nous a demandé où qu'on allait habiter. Alors, la personne qui s'occupait de ça, elle disait au J3. On nous a ramené là, au J3, c'est ici. Cet igloo là. Hop, on nous a foutu les meubles par terre. Alors ma mère, elle a crié, elle dit mais c'est quoi ça? Vous foutez nos meubles? Ah, vous n'êtes pas tout seul, il y en a encore plein. Oui, mais faut pas casser les meubles, déjà on n'en a pas. Bref, on a ouvert la porte. Il y avait de la terre partout. Enfin, il n'y avait même pas de ciment, c'était un igloo, une terre nue, de l'air par terre. Il a fallu qu'on casse un meuble pour poser les autres dessus. C'est incroyable. Enfin, c'était ça où on n'avait rien, quoi. On dormait sur les ponts. Et voilà, Noisy, le fameux château de France, parce qu'il y avait un château ici, il était démoli, mais on l'appelait château de France. Bon, les gens nous ont donné un coup de main, parce que dans un lieu de misère, on s'aide quand même. C'est important, ça. Ça, c'est très important, déjà. Cette lampe, le seul souvenir qui me reste du camp. Nous étions déjà une famille de 6 ou 7 enfants à peu près. Nous habitions à Paris dans le 14e, donc dans une chambre de bonne qui était bien trop petite et qui était reprise par son propriétaire. Ce qui fait que on a tiré tout simplement dans le bidonville à Noisy. Quand on est arrivé, il n'y avait même pas de sol maçonné dans le bidonville. Ce qui fait qu'on a dû faire du ciment pour avoir un sol propre et non de la terre battue. J'avais 5 ans, pour moi c'était la campagne parce qu'il y avait un igloo tout neuf avec un arbre devant. Et j'ai rencontré des copains, des copines déjà dès le premier jour. Ce qui fait que c'était bien, c'était beau, c'était tout neuf. Le bidonville, ça a choqué un peu ma mère parce que quand elle est arrivée, ce jour-là, il y a des voisins qui commençaient à chamailler parce qu'il y avait déjà des gens qui y habitaient. Et il y a des voisins qui se chamaillaient. Et en fait, ça l'a affolée un peu parce que, elle a vu ces gens qui se battaient. Et là, elle s'est mise à pleurer quand même parce que ça l'a choquée. Je vais vous dessiner un igloo approximativement parce que je ne suis pas fort en dessin. Voilà, donc on va prendre la surface de l'igloo, vue de face, ensuite une séparation, et là un mur. Donc on avait une chambre ici, et une entrée principale qui était ici. On mettait l'entrée. Donc nous avions l'entrée ici, et sur chaque côté de l'igloo, on avait une petite fenêtre. Et également une petite fenêtre sur les chambres. Et pour chauffer tout ça, ma foi, on avait un poêle qui se trouvait dans le milieu des pièces, là, sur une pièce. Et dans la salle à manger, ce qu'on appelait la salle à manger, on avait aussi un poêle qui devait se trouver, je ne me souviens plus très bien, si c'était auprès de la porte. Et nous vivions donc dans cet igloo à 11 après, parce qu'on était 11.
À chaque endroit de rue, il y avait une pompe. Quasiment. Le premier hiver arrive, le froid. Ils n'avaient pas mis de la paille pour protéger avec le froid, ça a gelé, ça a cassé. Et bon, on a pu en sauver quelques-unes, mais bon, ça n'a pas duré trop longtemps. Mais ça a duré quoi sur 3 ans, 3 ou 4 ans, il restait quoi 2-3 pompes, pas plus. Ici, il y avait une usine à parpaings. Il y avait les Emmaüs qui construisaient des parpaings. Mais bon, on n'était pas trop... Il y avait un grand grillage autour, là. On aurait dit une prison dans une autre prison. Ils construisaient les sites Emmaüs autour de la région parisienne, et les parpaings venaient de là. Voilà, c'était à Noisy qui faisait les parpaings. Vous voyez toujours des camions qui partaient, mais bon... Et on nous promettait aussi, ça va pas rester longtemps, vous allez habiter dans une cité avec des maisons, des murs carrés, pas des igloos tout ronds. On donnait un coup de marteau, il y avait un énorme trou, c'était impensable quand même. C'est impensable. Cette promesse ne paraît pas irréalisable. Tandis que la construction d'habitations bon marché s'accélère en France, les HLM Emmaüs prévoient en 1955 d'édifier une première tranche de 150 logements sur le site même du camp. Mais la mairie s'oppose rapidement à ce chantier en soulignant que le terrain trop fragile est impropre à la construction d'immeubles et qu'il n'y a pas suffisamment de travail à proximité pour faire vivre cette nouvelle population. Campant sur des positions de plus en plus hostiles, elle ne cessera pendant plus de 10 ans d'alerter les autorités départementales et nationales sur le poids financier que représentent les habitants du camp pour le budget municipal. C'est dans cette ambiance d'enfermement et de désespoir, alors que l'abbé Pierre, usé par son activité incessante, tombe malade, que Joseph Wrezinski découvre le camp en juillet 1956. La première fois que j'ai vu le père Joseph, c'est ici. Cet endroit-là, juste en face de chez Bénard. J'ai joué là, j'ai joué au ballon, un petit peu au ballon. J'ai vu un homme arriver avec une soutane. Il avait une valise. Et il vient vers moi et il me dit alors vieux frère, pourtant j'étais jeune, mais j'ai appris après, avec les années que j'étais avec le père Joseph, il appelait tous les hommes qu'il rencontrait toujours vieux frère. C'était un mot magique pour lui, mais j'ai bien aimé. Bonjour, le père Joseph est arrivé, ça doit être dans les années 56, je pense, en été. Et les gens, quand ils étaient à la boutique, ils en discutaient. Alors, il y en avait qui disaient, oui, on a un nouveau curé, vous l'avez vu? Alors, les autres disaient, non, on ne l'a pas vu, moi je ne l'ai pas vu. Puis, il y en a une qui dit, ah, moi je l'ai vu hier, il avait relevé la soutane avec une ficelle jusqu'à la taille. Il était en train de taper sur l'igloo, enfin, elle a dit à la rouquine, je ne sais pas il reclouait les tôles. Il avait les bras retroussés, il était... C'était vraiment l'image, la première image qu'elle racontait. Avant le père Joseph, il y avait quand même, il y avait des gens qui venaient pour essayer de construire quelque chose avec nous, mais il y avait toujours de l'incompréhension. Ça marchait pas. Donc les gens partaient, ils se succédaient et on les revoyait plus. Et puis le père Joseph, on ne sait pas pourquoi, mais enfin si maintenant on sait pourquoi, mais avec lui ça a pris quoi, disons. On a attendu, on se disait bah tiens on va voir combien de temps il va rester quoi. On blaguait comme ça entre nous quoi. Et en fait on a vu que quand même c'était différent, qu'on arrivait à mieux se comprendre, qu'il était plus proche de nous. Et plus proche de nous dans le sens où il était comme nous. C'était un prêtre ouvrier avant tout. Hein. Et les prêtres ouvriers, c'est un peu des hommes un peu énergiques, qui sont habitués à être avec des gens très, très dynamiques aussi. Hein. C'est là la différence d'un autre prêtre. Ils sont prêtres, oui, mais ils sont plus... c'est parce que c'est un homme qui vient de la misère aussi avec ses parents. Hein. Déjà ça, il comprend mieux la situation comme on était déjà là. Mon évêque m'a appelé un jour, il me dit, écoute Joseph, voilà, je t'ai fait venir
Parce qu'il y a un camp à Noisy-le-Grand, 252 familles, peut-être 300 d'ailleurs, hein, quand on est clandestine. Il y a plusieurs prêtres qui sont venus, ils n'ont pas pu y rester, les familles les ont chassés. Tu y vas, tu restes 6 mois, 1 an, et puis tu rentres en diocèse. Et alors là, bien sûr, quand je suis arrivé dans ce camp, tout de suite, j'ai dit, mais ces gens qui sont là, ils n'en sortiront jamais. Ils n'en sortiront jamais, il faut que, et ça je fais la promesse, ils monteront les marches de l'ONU. Ils monteront les marches du Vatican. Ils seront, n'est-ce pas, acceptés et reconnus par tous. Loisy modeste, terminus. Tous les voyageurs sont priés de descendre. Ici, je connais pas ici. C'était pas comme ça. Ici, ça devait être des champs, je sais pas quoi, mais c'était pas comme ça. Là, je suis perdue, hein. Je sais pas où je suis, là. Ce côté-là, c'est la misère, c'est la tristesse, la misère. Ça nous rappelle Noisy-le-Grand quand on était au camp. Des tombements en terre, c'est les gens qui sont pas riches qui sont comme ça. En plus, il y a des affiches à déterrer au bout de 5 ans et c'est vraiment qu'on ne peut pas payer. Pour Joseph Wrezinski, la vie quotidienne au camp est comme un livre ouvert sur l'exclusion. Il y retrouve les marques de rejet dont il a été lui-même victime dans sa jeunesse. Il y a beaucoup d'enfants qui étaient enlevés dans le camp parce que les assistances sociales trouvaient que les familles n'avaient pas les moyens de subvenir aux enfants, donc ils les enlevaient. Au même titre que la SPA venait pour enlever des chiens ou des chats, les assistances sociales faisaient la même chose. Ce qui fait que les enfants se cachaient ou ils étaient partis dans de la famille, chez un oncle ou une tante. La chose qui a eu de bien, c'est que les gens étaient tellement solidaires les uns les autres, c'est qu'ils avaient à peine le temps de commencer que tout le monde le savait. C'était retransmis d'un igloo à un autre, ce qui fait que il y en a quand même eu des enfants qui ont été enlevés à leurs parents, mais pas autant que ce qu'il y aurait pu avoir. On n'allait pas tous à l'école et pas tous régulièrement. Quand on y allait, il y avait deux sortes d'accueil. Hein. Il y avait l'accueil des autres enfants qui se moquaient de nous parce qu'on était toujours crottés, il y avait de la boue. Hein. Et puis il y avait aussi ceux qui étaient pleins de charité et qui venaient à la porte de l'école pour nous emmener des paquets de linge. Et ça aussi, c'était humiliant. Mais ça, on ne pouvait pas refuser parce qu'il y avait tellement de manque dans ce bidonville. Au départ, on cherchait du travail. Sur 50 km à la ronde, on annonçait 77 rue Jules Ferry, ils ne nous prenaient pas à cause de ça. Alors, soit que j'allais sur les décharges ramasser la ferraille, ou je faisais la ferraille, ou j'allais travailler chez un cultivateur, on lui demandait pour du travail, pour ramasser les pommes de terre, on avait 2-3 jours de travail, ça nous permettait de vivre un petit peu. Et ça aussi, c'était un cercle vicieux, parce qu'à cette époque-là aussi, quand vous n'avez pas le nombre de jours dans le mois, vous n'aviez pas le droit aux allocations familiales. Quand on était dans le camp entre nous, on vivait ce qu'on vivait. Par contre, l'extérieur nous faisait peur, aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Personne ne nous connaît, on est exclus. On est exclus partout. Rendez-vous compte, quand je prenais le bus, ils savaient d'où que je venais. Rien qu'à mes chaussures, parce qu'il y avait beaucoup de boue ici. Il y avait ça, 20 cm de boue. Rendez-vous compte, ils voyaient par rapport aux chaussures que j'avais, d'où qu'on venait. Ils s'écartaient.
On irait à pied là, chez oui, Pépé. j'étais tout à fait au bout de la rue. Ouais. Oui. Et je me souviens quand on rentrait dans le camp, c'était des planches par terre entre les flaques de boue. Non, mais ce dont je me souviens, c'est que c'était pas aussi propre que ce qu'on vient de voir sur le film. C'était une image plutôt de trucs rouillés. Tout à fait au début, c'était sur un terrain vague, hein, c'était une prairie. Donc, chiens qui couraient partout, il faisait pas chaud d'ailleurs quand j'étais allé. Moi j'ai le souvenir que quand les gens passaient devant le camp, ils n'aimaient pas, ils n'étaient pas toujours rassurés. Les gens avaient peur parce que c'était pas... ils connaissaient pas, ils savaient pas ce qu'il y avait derrière, et puis voilà. Quoi. Quand on est arrivé, mon mari et moi, nous avons ouvert un commerce à ce moment-là. On a ouvert un commerce plus loin sur la rue Jules Ferry. Et il y avait des gens d'ici, du camp, qui venaient en course chez moi là-haut. Et ça ne marchait pas très bien avec les clients du quartier qui n'acceptaient pas parce que, évidemment, ici, c'était des gens qui étaient un peu bizarres. Et ils ne s'entendaient pas du tout avec les clients ordinaires. Donc, voyant que la clientèle là-haut ne les acceptait pas, mon mari a décidé de reprendre la roulotte de sa mère et d'ouvrir un dépôt ici pour les gens du camp. On a gardé la roulotte pendant 1 an et demi à peu près. Et puis après, on a fait monter donc la boutique qui est là. Quand je regarde, moi je vois toujours le camp, c'est marrant. J'ai toujours l'image, si je regarde par là, je revois toujours les images du camp. Et on avait beau ne pas habiter dans le camp, on habitait en face, pas dans les mêmes conditions. On en était loin, nous on avait quand même notre confort, on avait tout ce qu'il nous fallait là. La maison, ils la regardaient, oui, il y a une maison, puis c'est tout. Mais pour eux, c'était la boutique. La boutique, pour eux, notre domicile était la boutique, et la boutique, c'était eux. Les allocations étaient payées que le 25 du mois. Et à partir du 15, il n'y avait plus d'argent. Hein. Ils vivaient de très peu de choses. Hein. Il y avait des allocations, il y avait le secours américain qui donnait 50 francs par famille, par mois. Il y avait la mairie qui donnait des bons pour acheter à manger, des bons qu'il fallait aller changer dans les épiceries. Nous, on récoltait énormément de bons. Et avec ces bons, il y avait les assistants sociaux qui donnaient les bons et on ne devait pas donner ni vin, ni cigarettes, il fallait donner que ce qu'il y avait à manger. Ce qui était pour manger, mais ils se trouvaient quand même lésés, parce que même qu'ils avaient des bons, pour eux, ils n'avaient pas le droit d'en disposer à leur volonté. Lieu de misère et d'exclusion, le camp sert pourtant d'ultime refuge à des familles insolvables expulsées des HLM. Leur arrivée clandestine révèle ainsi l'inadaptation de ces organismes aux difficultés des plus pauvres. Nous, avant, on habitait à la Cité de la Joie au Plessis-Trévis. Bon, mon père est décédé, et puis on a été obligé de partir de Cité de la Joie. Et le père Joseph nous a accueillis à l'Iglo P5. Et moi, je m'occupais de mes sœurs, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait que mes sœurs, mes 4 sœurs. Et maman, elle était obligée de se mettre à travailler. Alors elle ne pouvait pas faire face à toutes les dépenses et tout. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Noisy-le-Grand, 77 rue Jules Ferry. Quand on vit dans un lieu comme ça, on voit encore des gens très pauvres. On dit, tu viens chez moi, on va t'héberger, et puis voilà. Beaucoup venaient là, personne ne le savait. Parce que on hébergeait des fois des gens pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, et des fois ça durait beaucoup plus longtemps. Un dépannage. Vous voyez, c'était recensé 230 familles, il y en avait 300 ou 320. Après le départ de l'abbé Pierre en 1957, une nouvelle équipe de gestionnaires prend la direction des HLM Emmaüs. Elle décide, avec l'appui de la municipalité, de supprimer le camp, sans se préoccuper du sort des familles, les renvoyant ainsi sur le chemin de l'errance, des foyers d'hébergement et de l'assistance publique pour les enfants. En octobre 1958, une réunion interministérielle décide de la fermeture de ce camp, qui se voit qualifié de cour des miracles, habité en majeure partie par des asociaux et des repris de justice, et où seuls 15% des familles sont jugées dignes d'être relogées.
le destin du camp paraît scellé. Et le camp, il était à l'abandon. Du jour au lendemain, il était à l'abandon. Il n'y avait plus personne. Et on était voir le père Joseph, il dit, il faut que... On a fait une grande réunion sur cette place-là. Il faut que vous restiez avec nous. N'importe comment, ma place est avec vous. Et on va faire quelque chose ensemble. On va le faire ensemble. C'est là que j'ai dit à mon pote qui s'appelait Coco, chez toi, lui, l'homme, le Ratchaï, le prêtre, là, chez lui, il dit la vérité, je le sais. Je ne me suis jamais trompé là-dessus. Et j'ai eu raison. 30 ans ou 40 ans après, j'ai raison. J'ai toujours raison. Et c'est là que ça a commencé. Lui, il va faire quelque chose. Il nous a redonné cette flamme qui nous manquait. Le premier geste de Joseph Wrezinski consiste à restaurer les familles dans leur dignité, en les libérant de toutes les œuvres de bienfaisance venues s'installer ici. La charité humiliante, il l'a trop connue dans son enfance pour ne pas la combattre. Quand le père Joseph est arrivé, et il y a quand même eu une prise de conscience des parents, quoi, des adultes, pour dire stop, quoi. Et donc la soupe populaire s'est arrêtée, quoi. Pour habiller tout le monde, bon, il y avait des dons qui étaient faits. Ces dons, bon, c'est sûr qu'ils les recevaient. Et il fallait que les gens qui habitent au bidonville, il fallait qu'ils ne soient pas des assistés comme on en trouve encore aujourd'hui. Ce qui fait que ces vêtements-là, ils étaient récupérés, ils étaient triés, rangés, et ils organisaient des braderies. Mais au moins, on se les payait l'affaire. Un tricot, un pantalon, ou une veste, au moins c'est à nous. On ne nous l'a pas toujours donné. Vous voyez? Et ça, pour nous, on était fiers de ça. Et il nous a donné cette fierté. Il rudoyait souvent. Mais par contre, moi je trouve qu'il était plein de délicatesse avec les gens d'ici. Il ne voulait pas qu'ils s'abaissent, il ne voulait pas qu'ils rampent. Il disait toujours, essayez de faire vous-même, mais ne demandez pas, ne mettez pas votre misère en avant. Je lui disais, mais Père Joseph, mais les gens, ils nous écoutent. Va vers eux. Dis-le haut et fort que vous existez. Mais ils écoutent. Va vers eux. Il faut toujours leur dire. Il faut sonner à la porte. Ils te refusent, tu retournes. Il m'a vraiment motivé sur ce point-là. Et puis aussi, il m'a permis de pardonner. De pardonner, parce que je ne pardonnais pas. Les gens ne nous pardonnaient pas. J'ai dit, mais comment vous voulez? Eux, ils ne me pardonnent pas, moi je vais les pardonner, c'est pas possible. Il m'a appris à pardonner. Et ça, pour moi, c'était le plus important. Et aussi avancer dans la vie. Isolé au milieu de cette population démunie, avec laquelle il a déjà créé en octobre 1957 une association qui s'appellera plus tard Aide à toute détresse, puis ATD Quart-Monde, Joseph Wrezinski n'aura également de cesse de se tourner vers l'extérieur, vers la société, afin de bâtir une action à long terme fondée sur l'écoute de ses familles. J'avais 20 ans en 54 et j'ai entendu l'appel de l'abbé Pierre. J'habitais avec ma famille à Vincennes, pas tellement loin de Noisy-le-Grand. Et après un certain temps, j'ai été voir à Noisy-le-Grand. Je me souviens, je travaillais à ce moment-là, je suis allée un dimanche et j'ai été, c'est vrai, bouleversée par cette vision de toute cette famille qui vivait dans la boue et tous ces enfants dehors un dimanche. Et surtout ça qui m'avait frappé, c'est cet univers d'un dimanche où tous ces enfants étaient comme enfermés là. J'ai vu de loin le Père Joseph, avec sa soutane, je me souviens, dans la boue, et puis une ribambelle d'enfants qui le suivaient partout. Je me suis dit, c'est pas par hasard que ces enfants suivent cet homme-là, quoi. Les enfants se trompent pas. Bon, puis je suis repartie, je suis revenue 2-3 dimanches plus tard, et là j'ai été rencontrer le Père Joseph. J'avais pris ma décision de venir le dimanche. Donc je lui ai proposé, et en lui demandant si c'était utile, si je pouvais venir le dimanche, mais pas plus. Et il a réfléchi quelques instants, et il m'a dit ça serait bien de venir avec les enfants tous les dimanches.
Et il m'a d'abord emmené dans une famille pendant longtemps, pendant au moins 2 heures. Et j'ai su 10 ans plus tard que c'était pour se rendre compte comment j'étais avec les gens. La même année, en 1957, Francine Delagorce, une jeune Belge déjà engagée dans l'action sociale en France, se rend dans ce camp pour demander à Joseph Brzezinski d'accueillir une famille jetée à la rue et pour laquelle elle n'a trouvé aucune solution d'hébergement. Je n'ai même pas vraiment rencontré le père Joseph de face, je l'ai rencontré de dos, je courais derrière lui parce que lui était très pressé, il marchait à grandes enjambées dans un terrain vague qui était au milieu du camp. Et je lui racontais l'histoire de la famille. Et puis à un moment donné, il s'est arrêté net, il s'est retourné, il m'a dit « Amène ta famille à 5 heures ». Et j'étais tellement éberluée que j'ai dit « Mais avec ses affaires ?» parce que je pensais à toutes les affaires qui étaient empilées sur le trottoir. Et il m'a dit « Évidemment ». Et donc je suis revenue à 5 heures, il n'avait pas trouvé d'igloo libre, et il avait libéré celui qui lui servait de bureau. Et ça a été mon premier contact avec le père Joseph. Après ça, je suis retournée quelques fois au camp de Noisy. Père Joseph en a profité pour me demander de devenir volontaire. Et c'est donc la première fois qu'il m'a demandé ça. Là, ça devait être en 58. Et en réalité, je ne l'ai rejoint, je me suis décidée en 1960 seulement. Et au début, je ne voulais pas rester. Au début, j'étais venue pour 6 mois. Après, je voulais partir en Inde. Je sentais que j'étais de plus en plus attachée. Et j'étais quand même très jeune. Et j'ai pensé que c'était mieux de quitter, de pas me laisser trop attacher. Alors j'ai demandé à mon travail de partir en Angleterre. C'était L'Oréal qui avait donc des entreprises un peu dans tous les pays. Pendant que j'ai travaillé donc en Angleterre, au bout de quelques mois, le père Joseph, qui découvrait qu'à Noisy-le-Grand, beaucoup de familles se ressemblaient, venant de différentes régions de France, il commençait à découvrir ce qu'il a appelé plus tard un peuple en réalité, et pas des familles individuelles. Et il commençait à saisir cette notion de peuple, et il voulait savoir si les mêmes familles habitaient en Angleterre. Donc il m'a demandé si je pouvais lui préparer un voyage, quelques mois plus tard, pour découvrir les mêmes familles et ceux qui étaient engagés avec eux. J'ai rencontré le père Joseph à l'automne 1958. Nous avions une vieille amie commune. Cette vieille amie avait invité le père Joseph et nous avait invité mon mari et moi pour nous faire connaissance. Et le père Joseph a d'ailleurs très peu parlé ce soir-là, mais il nous a quand même un peu parlé de ses familles, comme il disait. Quand il m'a dit à la fin du dîner, écoutez, venez voir, je me suis dit, je ne peux quand même pas refuser au moins d'aller regarder. C'est la première petite démarche que j'ai faite, c'est d'accepter d'aller voir. Le père Joseph est venu au-devant de moi avec sa vieille soutane usée. Dans ce temps-là, les prêtres portaient des soutanes. Et nous sommes entrés dans ces igloos, dont le sol était la terre battue, il n'y avait pas de sol. Plus tard, j'en ai vu qui étaient mieux installés, mais celui-là était vraiment parmi les plus misérables. Et le père Joseph a dit à cette dame, il dit, écoutez, vous savez, c'est Madame de Gaulle, elle voudrait faire connaissance avec vous, est-ce que vous voulez bien nous offrir un petit café? Et j'ai compris plus tard, déjà un tout petit peu ce jour-là, mais surtout plus tard, qu'en fait, père Joseph, en leur demandant de nous offrir un petit café, leur faisait honneur. Il ne les considérait pas comme des mendiants, mais comme un homme et une femme qui pouvaient donner quelque chose. Le père Joseph m'a demandé immédiatement 2 choses. La première, il m'a dit, vous voyez le délabrement de ces igloos, ils sont pratiquement inchauffables, donc c'est très difficile d'arriver à les chauffer. Il faudrait faire une campagne pour obtenir du charbon. Et ce charbon, à ce moment-là, on pourrait éviter les grosses catastrophes. Alors ça, c'était la première démarche que le père Joseph m'a demandé. La deuxième était beaucoup plus difficile. À l'époque, on cherchait à
faire disparaître ces bidonvilles qui gênaient tout le monde, qui choquaient tout le monde. Mais on ne s'inquiétait pas du tout de savoir ce qu'on faisait des personnes qui habitaient dans ces abris plus ou moins précaires. Il y en avait des plus précaires encore que Noisy-le-Grand. Et donc, ce dont j'étais chargée, c'est simplement de persuader les autorités de l'époque, en particulier le ministre de la Construction, M. Sudreau, qu'il fallait s'enquérir auparavant des besoins de ces personnes et essayer de leur procurer un logement où elles puissent vivre une vie normale. De cette seconde mission naîtra un projet très original de cité spécialement adapté aux besoins des familles et respectueux des étapes nécessaires avant leur intégration dans la société. Devant l'opposition de la mairie qui ne veut surtout pas que cette population s'installe dans la commune, ce projet ne sera pas réalisé. Le 31 décembre 1959, Alvin de Vos van Stenswijk, jeune diplomate néerlandaise en poste à Paris, découvre l'existence du camp en lisant un article du magazine Elle. Dès le lendemain, elle se rend à Noisy pour rencontrer Joseph Wrezinski. Il n'a pas passé des heures à m'expliquer qu'est-ce que pouvaient être des familles sans abri dans cette France de l'année 1960. Mais la façon dont il m'a décrit la population était tellement convaincante que moi je n'ai plus jamais posé aucune question sur l'existence de la pauvreté après ce repas passé ensemble. Je crois que je lui ai quand même dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Et il m'a regardé comme ça, il m'a dit, vous devriez faire des études. Et c'était assez étonnant pour moi, c'était même un choc, en pleine boue, en plein froid, des familles sans toit qui vivaient, à ce que je comprenais, d'une manière absolument inhumaine. Les conditions de vie imposées étaient inhumaines. Et voilà un homme qui ne me demande pas d'apporter de l'argent, d'apporter du matériel, de faire des maisons, qui me demande de faire des études. Et je lui ai pas demandé d'explication, je suis rentrée. J'ai essayé de comprendre par moi-même qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Et la première chose que j'ai compris, c'est que le père Joseph entendait par étude, est-ce que une situation pareille existe dans d'autres pays ? Lui savait qu'elle existait aussi dans mon pays. J'étais la première à lui dire, mais dans mon pays, ça n'existe pas. Et il dit, mais on pourrait peut-être aller voir. Et la première étude, disons, le premier geste dans cet ordre-là, c'était de faire un voyage d'études aux Pays-Bas et d'aller voir des situations de pauvreté aux Pays-Bas. L'hiver, on crevait de froid. Et l'été, on crevait de chaleur. On était obligé de sortir, tellement qu'il faisait trop chaud. C'est impensable. Ma mère, qui dormait jamais de la nuit, on avait 3 poêles ou 4 poêles, elle mettait du bois, et puis elle ouvrait les cercles. C'était au moment avec des cercles autour des feux, les cuisinières, tout ça, et on s'éclairait avec ça. C'est pas facile, hein, d'aller au charbon. On le faisait quand même. Hein. Ma mère, elle voulait pas demander rien. Elle essayait de se débrouiller toute seule. Bon, il y a des moments, elle y arrivait, puis il y a d'autres moments, elle n'y arrivait pas. Hein. On prenait les bouts de charbon usagés avec du bois qu'on allait chercher aux alentours. Et on chauffait comme ça. Cet igloo-là, je crois, c'est celui-là ou celui-là, mais enfin c'est un des deux. Là, il y a eu 2 enfants brûlés aussi. Et ça, c'est toujours pareil, hein, ça va très vite. Hein. Parce que les gens, pour se protéger du froid, ils mettaient souvent du contreplaqué ou des espèces de produits pour se protéger contre le froid. Et puis bon, ça a pris très, très vite feu, et puis voilà. Et dans ces moments-là, il y a toujours eu, puis il y a toujours eu d'ailleurs de toute façon, une grande solidarité entre les gens du bidonville. Je me souviens très bien, ça m'avait beaucoup marqué parce que il faisait pas beau et nous étions serrés les uns contre les autres. Il y avait cette odeur que j'avais bien connue quand j'étais au camp de Ravensbrück, une odeur de corps qui ne sont pas très bien à laver, de vêtements qu'on n'arrive pas à faire sécher, par exemple.
Et c'était une odeur que je connaissais, je la reconnaissais, je me suis sentie très très proche. C'était une espèce de petit signe physique, mais qui a beaucoup compté pour moi. C'était en décembre 1960. Et alors là, c'était terrible parce que toutes les familles du camp, donc il y avait 250, 260 familles, on n'a jamais su le chiffre exact parce qu'il y avait des familles qui entraient clandestinement, qui étaient hébergées les unes par les autres, sont venus devant ces deux enfants carbonisés, ces deux petits corps tout recroquevillés. Et puis les gens ont commencé à dire on crèvera tous comme ça. On crèvera tous comme ça par le feu, par la faim, par le froid, et tout le monde s'en fout. Et moi j'ai entendu ça et je me suis dit mais en fait ils ont complètement raison. Tout le monde s'en fout. Et c'est là que j'ai décidé de rester. Sans attendre la réalisation d'une cité de promotion familiale et sans aucun permis de construire, Joseph Wresinski va peu à peu établir dans le camp, puis sur un petit terrain jouxtant les igloos, les bâtiments nécessaires à la vie d'une communauté humaine. Il s'inquiétait beaucoup des enfants. En fait, la première chose qui a été faite, c'était un jardin d'enfants, parce que les familles étaient très nombreuses. Hein, puis je me demande encore comment elles faisaient, ces pauvres mères, avec tous ces enfants à entretenir, à donner à manger quand il y avait peu de moyens. Avec les hommes du camp, on a construit une chapelle. Cette petite chapelle qui est là. Alors ça, c'était... Pour beaucoup de gens, on se rejoignait là, toutes les religions, hein, ils étaient représentés là. Même les non-croyants venaient à cette église. Vous savez, en France, c'est quand même important, une petite église. Hein. Les petits villages sans église, d'antan, ça n'existait pas, quoi. Et c'était peut-être une façon aussi d'être reconnu comme un petit village, au moins par quelque chose, par sa petite chapelle. Tout était moche, tout était noir, tout était sentait mauvais. Et le Père Joseph, il construisait un jardin d'enfants qui était d'une beauté extraordinaire. Et c'est comme ça, en vivant, en faisant les choses lui-même, qu'il nous a fait comprendre que rien n'était jamais trop beau, ni pour Dieu, ni pour les plus pauvres. Et les familles ne s'y trompaient pas. Les familles ont appris à regarder un Picasso, à regarder des vitraux de Jean Bazaine. Mais c'était quand même quelque chose d'extraordinaire d'avoir ces vitraux, une telle beauté au milieu de ce camp, c'était incroyable. Et les gens du camp, ils étaient très très sensibles. Alors je ne sais pas si c'est à la beauté, si c'est à la signification de ce que c'est une chapelle, mais je me souviens d'un garçon qui ne mettait jamais les pieds à la chapelle et qui m'a dit un jour, c'est quand même bien que le Père Joseph ait fait cette chapelle parce que ça prouve qu'on est des gens comme les autres. Oui, pour moi, je sais pas son titre exact, mais moi je l'appelle souvent la chapelle des droits de l'homme. Peu à peu, les bâtiments naissent de terre. C'est une pré-école pour les petits, un club de mécanique pour les adolescents, un foyer pour les hommes, un pivot culturel pour les enfants, un foyer pour les jeunes. Mais de tous ces bâtiments, c'est le foyer féminin qui a le plus contribué à la promotion sociale des familles. Alors ici, on appelle le foyer féminin, qu'on a construit avec les familles, le Père Joseph, enfin, tout le monde, beaucoup de gens, ils ont participé à le construire. Et c'est un lieu pour recevoir les familles, les femmes, pour accommoder le linge. Il y a une laverie pour laver leur linge. Les machines étaient neuves, hein, et puis il y avait machines et sereuses, et puis je vous ai dit, le Père Joseph, il tenait vraiment à ce qu'il y ait des choses neuves. C'était pas de la récupération, hein, c'était du neuf et du moderne.
Il était plein de compassion et d'amitié pour ces femmes qui habitaient le camp. Je crois qu'il retrouvait beaucoup sa mère dans toutes les personnes, toutes les femmes qui habitaient dans le camp. Foyer féminin, il y avait la couture, il y avait la cuisine, il y avait des choses pour nous aider à apprendre. Il y avait un médecin, il y avait un peu de tout. Il y avait un médecin gratuit, mademoiselle de Choulot, c'était notre docteur. La laverie, on avait pu la construire grâce à l'argent récolté par le journal Elle. Mais la douche n'était pas vraiment prévue. Et on a rajouté la douche. Et grâce à la douche, on a pu, en 63 ou 64, entrer dans un circuit de l'esthétique du corps. On a eu quelques belles histoires comme ça dans notre vie au camp. Un jour, il y a une femme qui arrive et qui dit « Je vais vous aider ». Ça arrivait très très souvent. Et le Père Joseph, comme toujours, lui dit « Mais qu'est-ce que vous savez faire ?» Et elle n'osait pas répondre. Elle n'osait pas dire quel était son métier. Elle dit « Oh, mais je ferai un peu de tout, je ferai ce que vous voudrez. Enfin, vous travaillez, vous avez un métier. » « Oh oui, mais c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. » Finalement, elle ose dire qu'elle est esthéticienne. Le Père Joseph lève les bras aussi en disant « C'est formidable, on va faire un salon d'esthétique dans notre foyer féminin. » Évidemment, au début, c'est les femmes... disons, les moins pauvres qui ont osé y aller. Et il y en avait une, parmi les plus pauvres, qui ne venait même pas tellement au foyer féminin, elle venait seulement à la laverie. Et les autres femmes ne l'estimaient pas beaucoup parce que c'était une femme, elle était très forte et elle sentait très mauvais. Elle vivait toute seule avec une fille et pour survivre, elle faisait la lessive des autres, de gens un peu moins pauvres. Mais seulement, bon, elle sentait mauvais. Et puis, un jour, elle vient au foyer, et puis elle regarde le fauteuil en osier, et dit « Ah, je serais bien là-dedans, moi. Je passerais bien, moi, à l'esthéticienne. » Alors, les autres n'étaient pas très, très contentes. Elles viennent nous voir, Père Joseph et moi, parce que j'étais toujours dans son bureau, j'étais la petite souris dans son bureau. Et disent « Nous, on ne veut pas que Lucette vienne chez l'esthéticienne, elle sent mauvais. » Puis qu'est-ce que ça va donner une mauvaise image du foyer féminin, quoi, en gros. Elle ne disait pas ça comme ça, mais... Et alors le Père Joseph a dit, mais vous n'avez rien compris, c'est exactement le contraire. Votre objectif, c'est que Lucette passe chez l'esthéticienne. Le jour où elle passe chez l'esthéticienne, vous avez gagné. Et puis, je ne sais pas, un jour elle s'est trouvée nez à nez avec l'esthéticienne, et elles ont pris rendez-vous. Lucette prend rendez-vous chez l'esthéticienne, mais alors les femmes, elles avaient créé une sorte de tradition, c'est que quand on allait chez l'esthéticienne, on allait prendre la douche et on se lavait les cheveux. Et donc, ça faisait partie d'un tout. Et après ça, donc, elle était toute propre, les cheveux bien lavés, elle s'est fait des bigoudis, tout ça. Elle s'installe sur le fauteuil de l'esthéticienne. Et les femmes étaient tellement contentes, elles sont venues chercher le Père Joseph et moi dans notre bureau. Elles nous ont emmenés jusqu'au foyer pour qu'on voit que Lucette était dans le fauteuil de l'esthéticienne. Et elles avaient gagné. Et vous voyez, cette histoire, bon, je vous la raconte comme c'est un petit peu ridicule, si vous voulez, mais c'est toute l'action du Père Joseph qui voulait toujours faire comprendre aux familles comme à la société que toute action doit être centrée sur les plus pauvres. Si le foyer féminin n'avait pas été fait pour Lucette, il fallait détruire le foyer féminin. On n'a pas créé un foyer féminin pour les femmes les plus évoluées, les plus aisées du camp. Il a été créé pour les femmes les plus pauvres du camp, qui avaient le plus besoin. Quand ils se sont bien habitués à ce foyer, il y avait des réunions qui se faisaient entre femmes, entre même les enfants. Il y avait même des pères qui y allaient. Et il y avait des discussions sur la vie de la cité, enfin de la cité et du camp. Et c'était l'occasion de prendre le café ou le thé avec des petits gâteaux ensemble. Et c'était devenu quelque chose de convivial. C'est aussi dans ce foyer que le premier colloque international sur la pauvreté est organisé en 1960. On n'avait aucun moyen, mais on a fait un colloque en bonne et due forme avec des documents de travail, avec des groupes de travail, avec des programmes, avec des conclusions. Dans un cadre matériel qui était le cadre du camp Noisy-le-Grand.
Et on n'avait pas hésité. Moi, je ne voyais pas pourquoi je n'inviterais pas des personnalités, des ministères. Moi, je me rappelle que j'étais assise avec une directrice au ministère de la Construction. On était assis sur des vieux matelas qu'on nous avait donnés pour les familles. Et on avait fait des sièges comme ça avec des vieux matelas parce qu'on n'avait pas mieux à offrir. Le titre, c'était extraordinaire, c'était « La famille inadaptée ferment une société nouvelle ». Et là aussi, il n'y a que le Père Joseph qui comprenait ce qu'il y avait dans ce titre. C'était déjà l'idée que cette population rejetée, on ne savait pas encore trop pour quelle raison, mais rejetée, devait être au cœur des changements de société. Ce que je peux dire, c'est que ça correspond au souci que le Père Joseph avait dès cette époque-là, que les pauvres ne dépendent pas uniquement du bon cœur des gens, de la charité du bon cœur des gens, mais qu'il y ait une véritable réflexion sur la pauvreté, quelle est l'origine de la pauvreté, quelles sont les réponses que les différents pays donnent. Et c'est vraiment au second colloque à l'UNESCO que quelque chose a commencé à basculer dans les esprits, particulièrement pour ce que j'ai expérimenté moi-même, dans les esprits des administrations françaises. Parce qu'on a enfin pu parler de pauvreté dans les pays occidentaux. On avait un sociologue d'Oslo, un professeur de sciences sociales de Copenhague, un fonctionnaire du Canada, un sociologue de New York. On avait rassemblé tout un monde qui déjà était comme ça à la découverte que la pauvreté n'avait pas été vaincue en général dans l'Europe occidentale. Fort de ses nouvelles relations avec la communauté scientifique, Joseph Wrezinski va poursuivre sur le terrain et avec l'aide de quelques chercheurs en sciences sociales, un véritable combat intellectuel. Car ce combat est aussi intellectuel. Une étude commandée par le ministère de la Population vient en effet de trier les familles par catégorie afin de pouvoir mieux les disperser par la suite. À l'époque, quand on essayait de parler de cette population auprès des pouvoirs publics, les seules solutions qui étaient préconisées, c'était détruire le camp, disperser les familles, et surtout les disperser sans qu'elles aient de lien les unes avec les autres. Et même quand il s'agissait de reloger les moins malheureuses d'entre elles, celles qui avaient un salaire régulier par exemple, on disait toujours il faut les reloger isolément, il ne faut pas en reloger 3-4 dans le même endroit, parce que sans ça, ça va créer un ghetto. On avait une grande peur des ghettos. Et nous, notre expérience en vivant au camp, c'était que les gens s'entraidaient, que les gens se stimulaient aussi. Par exemple, quand une famille commençait à repeindre sa porte ou à mettre 3 fleurs dans le petit jardin qui entourait l'igloo, toute la rue commençait à peindre les portes. D'ailleurs, on faisait des concours de la plus belle porte ou concours du plus beau jardin. Il y avait une stimulation entre les gens, comme dans n'importe quel autre quartier. Mais, vu de l'extérieur, on disait que la misère était contagieuse, pathogène. C'est un milieu pathogène, c'était un mot qui était utilisé. Donc, c'était important d'avoir un regard plus scientifique sur cette notion de peuple. Et Jean Labens a fait cette étude, d'abord au camp de Noisy, après il l'a fait dans 4 ou 5 autres cités d'urgence de la région parisienne. C'était une sorte de mise en image des relations à l'intérieur du camp. Au fond, Jean Labens était en train de démontrer quelque chose que l'enquête du ministère de la Population n'avait pas fait, qui avait essayé de démontrer qu'il n'y avait pas de lien. Et Jean, il découvre toute une série de relations, de services qui lient au fond la population, qui lient les familles entre elles. C'est très très intéressant. Une étude très détaillée, très fine, où il a fallu beaucoup communiquer avec les familles pour savoir qui coupait les cheveux de qui menait les enfants de qui à l'école. C'était extraordinaire, le tissu de relations qui existait quand même, fragile mais vrai. En novembre 1962, Gabrielle Herpicom, jeune enseignante belge, découvre le camp. Elle revient l'été suivant, puis décide dans la foulée de rester une année entière. Les adolescents dont elle s'occupe vont la mettre durement à l'épreuve.
m'a proposé de créer un atelier de manutention à l'intérieur du camp pour donner un début de structure ouvrière aux adolescentes. Pendant les 4-5 premiers mois, c'était extrêmement difficile. C'est-à-dire que c'était vraiment la mise à l'épreuve, le test, est-ce qu'elle va tenir avec nous? Et donc c'était les mille gamineries qu'on peut imaginer pour vous mettre à l'épreuve. Alors par exemple, nous avions des cartons nous devions mettre dans des cartons des tampons scotch qui étaient conditionnés. Et il en fallait, par exemple, 50, mettons 50. Ils en mettaient 49, ils en tiraient un derrière moi. Et j'ai eu un jour, évidemment, un coup de téléphone de l'entreprise disant, écoutez, c'est pas sérieux, le travail n'est pas bien fait, nous avons eu des réclamations, etc. Et j'étais très ennuyée parce que je savais très bien que si nous perdions ce travail-là, il était surtout perdu pour les adultes, parce que les mères de famille travaillaient également dans l'atelier. Elles y venaient pour éviter la mendicité. Alors elles pouvaient travailler 1 heure, 2 heures, 3 heures, 2-3 jours, et avoir la fierté d'avoir gagné le salaire qui permettait d'acheter le pain. Puis est arrivé Noël, et je suis retournée quelques jours chez moi, en Belgique. Et je dois dire que si je n'avais pas pris la décision de rester 1 année dans ce lieu, je serais partie. Mais un engagement, pour moi, est un engagement. Et donc j'ai repris ce train qui me ramenait sur Paris, mais vraiment avec la hargne au cœur, en disant ces gens ne nous aiment pas et il n'y a pas moyen de les aimer, c'est impossible. Mais bon, j'irai jusqu'au bout. Et quand je suis arrivée rue Jules Ferry, je suis descendue du bus, j'ai repris cette route si longue, et j'étais tout étonnée quand je suis arrivée à la vue du camp, et je dirais que mon film noir et blanc prend de la couleur. Des jeunes sont arrivés vers moi et m'ont accueilli en disant « mais tu reviens quand même, avec tout ce qu'on t'a fait ». Et à partir de ce jour-là, j'ai pu faire tout ce que je voulais. Une des choses qui m'a aussi retenue très fortement à Noisy, c'est le fait qu'il y avait une manière intelligente d'apprendre, de mettre en soi ce qu'on apprenait au quotidien avec les familles. Dès le point de départ, on m'a dit, il faut que tu notes au jour le jour ce que tu découvres, ce que tu apprends. Et je le faisais, comme le faisaient mes autres compagnons volontaires, nous notions tous les soirs. Ce qui était primordial, c'est la transformation lente qui devait s'opérer en nous-mêmes. Et qui nous permettait non plus de juger, mais d'entrer dans cette expérience de vie dont sont porteurs les plus pauvres. Alors bien sûr, des sociologues sont venus nous rejoindre, le professeur Labens, le professeur Debuist, qui nous ont progressivement formés à pénétrer la compréhension de la vie des familles à travers, je dirais, peut-être des thèmes plus précis. Les gens n'ont pas aimé savoir qu'on écrivait sur elles parce qu'ils pensaient qu'on les espionnait, qu'on écrivait pour faire des rapports comme faisaient les travailleurs sociaux, pour le juge, etc. Et il y a eu parfois des révoltes, je me souviens des jeunes, mais au moment où le livre de Labens est sorti, il y avait des jeunes qui avaient découvert qu'on écrivait et qui ont voulu tout brûler. Et à ce moment-là, on les a rassemblés, et puis Jean Labens leur a expliqué, je ne sais plus si c'est Jean Labens ou Père Joseph, enfin un des deux, leur a expliqué le contenu du livre, leur a montré le livre et leur a expliqué comment il avait pu le faire à cause des écrits. Et maintenant, souvent les familles, quand elles nous disent quelque chose qu'elles trouvent important, elles disent « il faudra que tu écrives ça, hein. N'oublie pas de l'écrire ». Les rapports sont donc tous rassemblés dans ce que nous appelons le sommier, dans lequel on ne filmera pas, on ne laissera jamais entrer une caméra, et dans lequel on ne laissera pas entrer non plus des chercheurs. Ils sont totalement protégés de toute indiscrétion, ils ne sont absolument pas mis à la disposition du public. Je dirais que le travail que nous avons fait par cette écriture quotidienne, à travers aussi la création de ce sommier, fait que nous avons acquis nous-mêmes une connaissance des pauvres
nous avons acquis au fond une sorte de culture de la pauvreté qui nous sert ensuite à parler à nos interlocuteurs d'une façon nouvelle et à bâtir des dossiers qui sont nourris de l'expérience que nous avons faite avec les familles. Au début des années 1960, la croissance annuelle dépasse les 5%. Et pour répondre aux besoins de main-d'œuvre, une politique d'immigration est mise en place. Elle attire notamment des Portugais, puis de nombreux Nord-Africains qui viennent peu à peu grossir les bidonvilles autour des grandes villes. En 1963, une loi destinée à résorber ces bidonvilles est enfin proposée. L'application de cette loi permet à Joseph Brzezinski d'entamer un long travail de sensibilisation pour faire comprendre aux autorités que derrière ces bidonvilles liés à l'immigration se cache une pauvreté ignorée et impossible à faire disparaître par une simple politique de relogement. Tandis que la vie se poursuit dans les igloos, le paysage urbain se modifie rapidement. À la place des champs s'élèvent des immeubles qui bientôt surplombent le camp. On s'est dit, c'est peut-être des HLM pour nous, donc tout le monde avait le droit d'y croire. En fait, non, c'est une société qui avait acheté le terrain et qui avait fait construire des HLM. On était un peu déçus quand même que ça se fasse aussi près de chez nous et qu'il ne nous soit pas attribué d'appartements là. Le problème, c'est que ici, nous on vivait là et eux ils vivaient là. On faisait la différence. Que nous, on les regardait comme ça, et quand on les regardait comme ça, ils nous jetaient les boîtes. Et on leur disait, mais vous vivez, pourquoi vous nous faites ça? Oh, dis-toi, vis dans ta merde, voilà, tu crèves dans ta merde, on n'a pas besoin de vous, voilà. Mais c'est terrible quand on vous dit ça. En réalité, de fait, on commençait à se trouver au cœur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, qui se construisait partout, un peu partout autour. Et ça, c'était quand même une grande chance. Jamais les familles n'avaient été comme ça au cœur d'une cité. Les 13 hectares du camp, pourtant réputés inconstructibles, prennent peu à peu de la valeur. Avec le soutien de la mairie, la société HLM Emmaüs, toujours propriétaire du terrain, projette de bâtir des logements qui ne sont pas destinés aux familles du camp, jugées insolvables et inadaptées. Pour pouvoir disposer de cet espace convoité, elle accepte de construire sur 1 hectare, tout à côté du camp, quelques immeubles qui formeront la première cité de promotion familiale en France. Les travaux commencent au début de l'année 1967. Un jour, on a vu des constructions commencer, sans trop être sûr que c'était pour les gens du camp. Ça s'est fait juste à côté, donc on n'était pas sûr. On voyait bien ces constructions, on en rêvait, tout le monde en rêvait. Mais il y a quand même eu une crainte qu'on se retrouve dans un autre bidonville, parce que il fallait vraiment en partir. Là, on devenait une gêne pour l'environnement. Il y avait 78 logements dans la cité de promotion. Et les familles du camp, pour elles, elles espéraient aller dans la cité. Or, en fait, ce n'était pas du tout notre politique. Ce n'était pas du tout la politique du Père Joseph. Parce que, en fait, ils souhaitaient que les familles du camp n'aillent pas dans la cité pour 2 raisons. C'était très important pour les familles qu'elles puissent recommencer une nouvelle vie ailleurs avec toutes les forces qu'elles avaient acquises dans ce bidonville. Et deuxièmement, c'était important pour le Père Joseph, pour le mouvement, d'accueillir dans la nouvelle cité des familles d'ailleurs qui n'avaient pas eu la chance d'avoir une vie communautaire, toute une action culturelle avec leurs petits-enfants, leurs enfants. Je me souviens, moi, d'une réunion au foyer familial avec le Père Joseph, une après-midi entière, où il leur a expliqué ça. Toujours toujours tout dit aux familles, hein. Ça c'est très important. Toujours d'une manière très authentique et en toute vérité. Et les familles protestaient, et les familles étaient furieuses. C'était vraiment un vrai choc. Quand on a su que tous n'étaient pas relogés là, parmi ceux qui restaient, c'était vraiment un choc. Ça a été un choc dans le sens où
où on se demandait, enfin on avait vécu des choses, on avait vécu une vie très très intense tous ensemble, en haut et en bas, parce que bon, il y avait les deux. Et puis d'être lâché dans la nature, enfin de partir comme ça dans une société qui nous avait été toujours hostile, ça faisait peur. C'était une période de grande inquiétude pour les familles, parce qu'elles avaient toute l'expérience que quand elles étaient dans un lieu qui se supprimait, il y en avait toujours qui n'étaient jamais relogés, qui repartaient sans savoir où aller. C'était leur expérience pendant même parfois plusieurs générations, où les enfants placés, donc elles avaient très très peur. Bon, elles avaient confiance dans le Père Joseph, et elles avaient confiance que jamais il laisserait faire ça, mais elles avaient peur que les pouvoirs publics aient plus de force que lui, ce qui était vrai d'ailleurs. Cette inquiétude est d'autant plus forte qu'en 1967, Joseph Wresinski quitte le camp pour poser, à partir des expériences acquises à Noisy, les fondements d'un mouvement international. Aucune famille ne sera cependant laissée de côté et une trentaine d'entre elles emménageront dans cette petite cité. Du côté des pouvoirs publics, les choses changent vraiment à l'arrivée du nouveau sous-préfet, Paul Feuillolet, qui, après avoir découvert le camp, décide d'accélérer l'intégration sociale et le relogement des familles. Le sous-préfet, il avait pris conscience de ça, il réunissait. Au début, c'était tous les 15 jours, après c'était tous les mois, après ça a été tous les 2 mois. Au fur et à mesure que les problèmes étaient résolus, il réunissait tout le monde, aussi bien les PTT que le directeur d'école, la police, la DAS, etc., etc. Et il disait, voilà, il y a tel problème. Alors la prochaine fois, vous me dites comment vous l'avez résolu. Ça, c'était un grand exemple. Ce sous-préfet, qui est depuis longtemps en retraite, il s'appelait M. Feuillolet, il est devenu après préfet, et il a montré ce que pouvait faire un responsable des pouvoirs publics quand il a conscience du rôle qui lui est donné. Au début, la plupart de ces personnes qui connaissaient les côtés négatifs des familles, quand nous parlions d'une autre manière des familles, ils ricanaient. Et au fur et à mesure, le ton des personnes changeait. Au fur et à mesure, ils découvraient les familles autrement, leur face humaine, qu'elles étaient autre chose que ce qu'ils connaissaient dans les situations de problème. Et tous les efforts des gens, ils découvraient tous les efforts des familles. Le regard changeait, le ton changeait, et tous ces responsables s'engageaient de plus en plus en réalité. Et quand au bout de 4 ans ça s'est terminé, tout le monde était malheureux que ça se termine. Ça a été une période de mobilisation extraordinaire. Tandis que les administrations locales modifient leur regard, les améliorations se poursuivent dans le camp. De plus en plus de familles peuvent ainsi se payer l'électricité et le confort intérieur qui en découle. Les événements de mai 68 bouleversent alors cet équilibre encore très précaire. Il y avait un jeune du bidonville qui faisait des études. Un des rares qui faisait des études et qui était venu expliquer ce qu'était donc parce que forcément moi j'étais contre les étudiants. C'était un monde complètement inconnu, les étudiants, pour nous qui quittions l'école à 14 ans. Pensez bien qu'est-ce que c'était les étudiants, qu'est-ce qu'ils venaient foutre leur merde, quoi. Il n'y avait déjà pas beaucoup, alors vous imaginez en cette période de grève où tout était bloqué. Donc c'était... Parce que nous, il y avait de l'espoir que dans la survie. Hein. Mai 68, la vie s'est arrêtée. Je m'explique, les postes étaient en grève. Donc, qui dit poste en grève, dit allocation familiale qui n'arrive pas. Donc, dit problème d'argent très profond, très crucial, parce que comme on vit au jour le jour, si les allocations n'arrivent pas, ou si la petite pension, ou si le remboursement de la sécurité sociale n'arrive pas, on est vraiment dans le noir. Et donc, on est dans la misère la plus profonde. À cette époque-là, nous recevions aussi des camions de conserves, des camions, enfin tout le monde s'y mettait pour aider, permettre aux gens de survivre. Donc nous sommes allés voir les familles Noisy et nous avons fait une réunion de l'ensemble de la population et le Père Joseph a posé clairement la question, a dit mais dites dans quelle situation vous êtes. Et en fait on s'est rendu compte que les familles n'avaient
plus rien pour vivre, ni argent, ni nourriture, rien du tout. C'était le vide le plus complet. Il y a eu ces questions de gestion d'un fonds pour la survie, mais il y a eu en parallèle la création des cahiers de doléances où, pour une fois, ceux qui vivaient la misère étaient écoutés, on se mettait face à eux. Pour ceux qui ne savaient pas écrire, on écrivait leur propre histoire de la misère, que ce soit leur histoire de ce travail auquel on n'accède pas, que ce soit l'histoire des enfants qui étaient enlevés, que ce soit l'histoire des expulsions et de l'errance continuelle, etc. Ces cahiers de doléances leur ont permis de montrer qu'au fond, qu'on soit pauvre, qu'on soit démuni de tout, on a quand même une identité, on a une vie qu'on peut raconter, qui existe. Il y a un ami du mouvement qui vient voir le Père Joseph en disant « Regardez ce que j'ai trouvé ». Il amène un cahier de 4e ordre, qui avait été réédité en 1967, je crois, par Réédis, et qui datait donc de la Révolution française. Et c'était exactement notre ancêtre. C'était le 4e ordre, l'ordre, je ne me souviens plus du titre exact, mais on doit l'avoir ici quelque part dans les boîtes. L'ordre des infortunés, des journaliers, de tous ceux qui étaient sans statut et qui n'étaient défendus ni par le tiers-état, ni par le clergé, ni par les nobles, bien entendu. Et donc, ce Dufourny de Villiers réclamait une représentation aux États généraux de ce 4e ordre qui n'était représenté nulle part. Et c'était exactement la définition de la population que nous côtoyons tous les jours. Un jour, on était en train de déjeuner avec Jean Labas, et Père Joseph, il réfléchissait comme ça, il dit au fond c'est un quart-monde, c'est ça, le quart-monde. Et voilà, au cours d'un repas, ce terme quart-monde est né. Et les familles ont trouvé dans ce mot-là 1000 choses. Une reconnaissance de leur histoire, ils avaient des ancêtres qui déjà étaient exclus, n'avaient pas la parole. Le terme est vraiment entré, je pense, dans la vie, dans l'esprit, dans le cœur des familles. Et j'ai vu la même chose dans mon propre pays. Vier de Wereld, c'est vraiment un terme qui convient aux familles. Quand une famille partait, on faisait une fête pour le revoir, tout le monde l'aidait à déménager. C'était bien vécu. La famille, évidemment, avait été voir avant. C'était bien vécu et c'était un relogement, pas seulement de la famille, mais un relogement gagné par nous tous. Et puis, encore une fois, les familles déménageaient pas à la cloche de bois comme elles en avaient l'habitude, de partir en se cachant la nuit avant qu'on les expulse. Mais au contraire, c'était une fête de l'amener ensemble jusqu'à son nouveau logement et de l'aider jusqu'à ce qu'elle soit installée. On passait du temps avec les familles pour les introduire dans leur environnement et les introduire auprès des services compétents. Mais on ne restait pas éternellement avec les familles. On voulait vraiment on voulait les libérer de nous aussi, en quelque sorte. Il a été un des qui a été détruit pratiquement dans les derniers. Mon igloo à moi. Et vous savez, j'en rêve souvent des igloos. Hein. Je rêve souvent de cette période-là. C'est bizarre d'ailleurs. Enfin voilà. Mais c'était... Mais bon, moi je savais qu'il fallait tourner la page. Bon, je me faisais beaucoup de soucis, c'était pour l'ameublement et aussi comment j'allais pouvoir payer ce loyer, comment j'allais pouvoir payer les charges et tout ça. Vous savez, il y a une différence énorme par rapport à un igloo. Hein. C'est une vie autre. Et puis aussi, ça veut dire, tiens, j'ai un logement, maintenant, il faut suivre avec le travail. Parce qu'il faudra payer le logement. Quand je suis revenu du régiment et en permission, j'ai atterri dans un appartement tout neuf. Et où les parents ont été contents de me faire voir cet appartement. Parce qu'ils se retrouvaient dans des murs carrés, avec des pièces et du chauffage central, de l'électricité. Ils avaient tout d'un seul coup, et là, ça a été quelque chose un grand plaisir pour eux, ça, de rentrer dans ces bâtiments tout neufs. Le camp de Noisy disparaît totalement au printemps 1971.
À l'automne 1973, tandis que le dernier bidonville de la région parisienne est résorbé, un projet de loi gouvernementale de réinsertion des plus pauvres est annoncé. 25 ans plus tard, en 1998, une loi contre l'exclusion est enfin votée. Cependant, dès les années 1970, la notion de quart-monde, de mieux en mieux comprise, traverse les frontières. La question de créer une dalle à Noisy s'est posée. Et je trouve que c'est... Enfin, elle s'est posée et en fait, très vite, elle a été occultée. En se disant, au fond, la mettre à Noisy, ce n'est pas mettre un message qui est universel au cœur du monde. Je crois que l'idée de la mettre au Trocadéro est née le jour où le président Mitterrand a baptisé cet endroit Parvis des libertés et des droits de l'homme. Et ce jour-là, le Père Joseph a dit, j'ai trouvé. Un jour, il faudra faire quelque chose en ce lieu-là, Parvis des libertés et des droits de l'homme. Millions d'hommes, millions et millions d'enfants, de femmes et de pères qui sont morts de faim et de misère et dont nous sommes les héritiers. Vous qui étiez des vivants, ce n'est pas votre mort que j'évoque aujourd'hui en ce parvis de liberté, des droits de l'homme et du citoyen. C'est de votre vie dont je témoigne. Moi, je l'ai perçu comme ça. On rendait les honneurs à tous les pauvres. Et bien sûr, à tous les pauvres, et surtout ceux qui étaient morts à cause de la misère. Et bien sûr, dans mon souvenir, c'était des gens, quoi. J'avais des têtes devant mes yeux, j'avais ces petits bébés, j'avais tous ces gens qui sont morts de la misère. Et aussi aux vivants d'aujourd'hui, quoi. C'est leur rendre une justice quelque part, quoi. Mais c'était un peu irréel, toute cette journée. Je me souviens toujours du sourire du Père Joseph, comment il était. Mais franchement, j'étais fière pour lui. C'était vraiment... C'était très impressionnant. C'est la dernière fois que j'ai vu le Père Joseph. C'était à ce moment-là. Et puis il était dans toute sa gloire. C'était vraiment... c'était une reconnaissance que la pauvreté est vraiment une violation des droits de l'homme. Et ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de prix. Le jour qu'il a posé la dalle là, ça veut dire que lui, avec les familles, avec les volontaires, enfin avec beaucoup de gens, c'est qu'on arrivait à quelque chose, que les gens les écoutent. C'est ça, voilà, pour moi, c'est ça le plus important. J'ai un souvenir qui n'est pas lié au jour de l'inauguration, mais qui est lié au lendemain matin, à 6h du matin. Donc l'inauguration avait eu lieu la veille, l'après-midi. Et nous étions à 6h du matin à Paris. Et le Père Joseph a dit, il faut maintenant on a mis une dalle, et il faut qu'on s'y arrête chaque fois qu'on passera par là. Donc nous avons arrêté la voiture et nous sommes allés devant cette dalle. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est d'abord ce long silence que le Père Joseph a fait devant la dalle. Et puis après, il m'a dit, mais tu te rends compte, hier c'était une fête extraordinaire, il y avait 100 000 personnes. Nous avons vécu ça avec beaucoup de joie, mais est-ce qu'on s'imagine que le soir et que ce matin, les gens se sont réveillés dans leur baraque, se sont réveillés devant la violence, se sont réveillés après des nuits difficiles et angoissées, se trouvent sans rien. Est-ce qu'on l'a réalisé? C'est sûr qu'il était très très ému à ce moment-là. Et puis la dernière parole qu'il m'a dit, tu sais, plus jamais ça. Il faut se refaire tout petit et il faut retourner au creux de la misère pour ne jamais oublier. Au fond, ce que le Père Joseph nous a appris à faire, qu'on ne fait pas très bien d'ailleurs, on l'essaie, c'est de changer notre regard, de ne plus regarder de la même manière. Ce qui importe, c'est de mettre son regard là où il faut, c'est d'être juste.
C'est ça qui est très important. Le père Joseph Wrezinski décède quelques mois plus tard, le 14 février 1988, des suites d'une opération cardiaque. Il est enterré à Méry-sur-Oise, au cœur du mouvement ATD Quart-Monde. Je vais prendre de la terre, donc la terre de la misère, pour aller les porter sur le parvis du droit de l'homme. C'est la misère, la boîte. Parce que avant, il n'y avait pas de tupperware, il n'y avait pas de plastique, il n'y avait pas... C'était des boîtes à conserve. Alors moi, j'ai pris une boîte à conserve. Je vais aller honorer le père Joseph. Parce que même s'il n'est plus là, on pense toujours à lui. C'est le père Joseph qui a fait construire cette dalle. Pour, comment qu'on dit, pour la misère, pour la force de l'homme, pour faire parler de la misère. 17 octobre 87. Les défenseurs des droits de l'homme de tout pays se sont rassemblés sur ce parvis. Ils ont rendu hommage aux victimes de la faim, de l'ignorance et de la violence. Ils ont affirmé leur conviction que la misère n'est pas fatale. Ils ont proclamé leur solidarité avec ceux qui luttent à travers le monde pour la détruire. C'est grandiose. Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est l'un du devoir sacré. Père Joseph Wrezinski. Pour le Père Joseph.